c'est qu'il y a un problème. On nie l'impact de ces cours ou de ces éducations sexuelles sur l'avenir. Ça ferait les gens accros au système de récompense, avoir tout de suite de l'excitabilité dans leur corps ou dans leur mental très donc ils vont privilégier des réponses rapides, des prêt-à-penser rapides dans une société consumériste. Ils vont vouloir acheter des objets cherchant toujours le plaisir à très court terme. L'adulte qui projette sa propre sexualité sur un enfant en estimant que l'enfant aurait une sexualité en miniature, or l'enfant n'a pas de sexualité. On retrouve cette fois-ci dans le cadre du colloque sur la dérive totalitaire sur les enfants, Amandine Lafargue, psychologue clinicienne et sociale, c'est important de le dire aussi, auteure de Psychopathologie de la pédophilie. Bonjour Amandine. Bonjour. Et Ariane Billerand, de nouveau, qui est normalienne, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie et auteur de nombreux ouvrages, dont notamment Chronique du totalitarisme, l'Internationale nazie et dont on va parler pas mal, l'imposture des droits sexuels. Une première question que j'ai envie de poser, c'est le terme totalitarisme qu'on va utiliser dans ce cadre-là de la pédophilie. Comment on peut faire comprendre aux gens le lien entre ce qui est un mot fort, quand même, totalitarisme, et pédophilie, en sachant aussi que la pédophilie existe en dehors d'un cadre totalitaire, évidemment. Ouais. Ce livre, L'imposture des droits sexuels, je l'ai sous-titré « Ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial », tout simplement parce qu'il s'agit de programmes internationaux qui visent à s'imposer aux différents peuples concernant une banalisation de l'idée que l'enfant serait sexualisé et qu'il faudrait lui enseigner la sexualité dès l'âge de 0 ans. Donc clairement pour nous, psychologues formés au psychisme de l'enfance, on sait très bien que l'idée de sexualiser, de vouloir sexualiser un enfant est une projection pédophile. On voit que ces textes n'ont pas de référence scientifique. Dr Régis Bono dit pas de référence scientifique du tout. Moi j'ai analysé ces dites références et on retombe en réalité sur l'imposture de Kinsey et en tout cas il n'y a aucune référence en développement psychique de l'enfant pour la protection du psychisme de l'enfant. Donc la conséquence, et c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée en écrivant ce livre, c'est que tout simplement il y a une recherche de traumatisme massif des enfants. Voilà, parce que quand on prétend éduquer ou initier à la sexualité des enfants on parle d'enfants à partir de l'âge de 0 ans, disent les textes, les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, un cadre de référence pour les décideurs, c'est le texte de l'OMS. Déclaration internationale des droits sexuels. Il y a aussi la déclaration des droits sexuels du planning familial international qui est repris par l'OMS comme une référence pour attribuer des droits à la sexualité chez les enfants. Eh bien, tout simplement, on est dans une promotion de la pédophilie. Pourquoi on est dans une promotion de la pédophilie ? La pédophilie commence toujours par l'idée et la projection d'adultes sur des enfants en leur attribuant une sexualité. C'est tout aussi simple que ça. Les gens s'imaginent toujours un pédophile comme un violeur d'enfants dans une cave. Ce n'est pas ça. On a écrit ce livre, Psychopathologie de la pédophilie, pour expliquer que ce n'est pas ça majoritairement. Hein. Il y a des cas où c'est ça. Mais dans la majorité des cas, la pédophilie fonctionne par une séduction de l'enfant, fonctionne par une confusion des langues entre justement l'adulte qui projette sa propre sexualité sur un enfant en estimant que l'enfant aurait une sexualité en miniature. Or, l'enfant n'a pas de sexualité. Je veux dire, voilà, c'est tout aussi simple que ça. Et aujourd'hui, on devient réactionnaire à tout simplement rappeler des fondamentaux du psychisme de l'enfant, du développement psychique de l'enfant. Donc, pourquoi ce caractère totalitaire ? Eh bien, tout simplement parce que ces textes, je parle notamment des standards, parlent d'une éducation sexuelle obligatoire, sans clause d'exception, que pourraient invoquer les parents. Donc ça, c'est un premier point qui contredit en fait le droit à l'instruction, à la primauté de l'instruction, du choix de l'instruction par les parents. Donc premièrement, ce caractère obligatoire. Deuxièmement, il y a aussi dans ces textes quelque chose de très curieux qui s'appelle l'obligation de satisfaction des États, c'est-à-dire que les États doivent se soumettre à l'OMS pour prendre des mesures promouvant les droits sexuels, y compris concernant tout leur appareil judiciaire ou extrajudiciaire.
Donc en clair, cette idéologie des dits droits sexuels, il y aurait des droits à la sexualité, ça c'est la promotion de l'OMS, alors pour tous tout au long de la vie, et dans ces textes il est question de développer le potentiel sexuel de l'enfant, donc c'est quand même clairement affirmé. Eh bien, on voit que c'est une idéologie qui a la prétention de s'imposer aux États. Oui, c'est quoi le potentiel sexuel de l'enfant Il n'y en a pas. La compétence. C'est depuis les années 90, maintenant les individus, puisqu'ils doivent être utiles, on regarde donc le profil de chacun en termes de compétences. Alors, compétences d'adaptabilité, de flexibilité, donc la sexualité serait une compétence comme une autre. Oui, et dans la matrice, il est bien question, la matrice, ce terme ne vient pas de moi, dans les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, vous avez à la fin une matrice avec des âges, des enseignements par âge, où l'adulte est estimé partenaire, donc au même niveau que l'enfant, pour l'initier à la sexualité. Cette éducation à la sexualité est dite multidisciplinaire, c'est-à-dire dans n'importe quel cours, à n'importe quel moment, par n'importe quel adulte qui aurait en fait l'idée d'initier l'enfant à la sexualité. Et tout ceci permettrait d'acquérir des compétences dans une matière qui serait la sexualité. Et il est clairement écrit dans les textes de l'OMS qu'il s'agit de libérer l'enfant des déterminants sociaux et culturels. Donc il y a aussi un module endoctrinement. Et comment expliquer à des parents que leur enfant n'a pas de sexualité, qu'on ne peut pas parler de sexualité, c'est pas ça. C'est plutôt qu'il y a des prérequis qui amènent, si ça se passe bien, à faire un adulte qui, dans le relationnel, fonctionnera, disons, entre guillemets, normalement. Comment on peut dire que ces prérequis n'ont rien à voir avec le sexuel? En fait, on sait que le totalitarisme manie l'instrumentalisation de la langue et la novlangue. Donc là, il y a une confusion. L'enfant a une sensorialité. Il n'a pas de sexualité. La sexualité émerge avec la puberté, tout simplement. Donc c'est la pulsion sexuelle émerge avec la puberté. Ce qui existe avant, c'est une sensorialité. C'est toute la psychologie du développement, et ça c'est scientifique. N'est pas, et ça c'est le docteur Régis Bruno qui l'explique, médecin pédiatre et pédopsychiatre, ce n'est pas parce que l'enfant a un zizi qu'il va s'en servir tout de suite. Il faut des conditions de maturation psychologique, émotionnelle, intellectuelle, etc. qui font que, effectivement, une fois qu'on a franchi certains stades, de la même façon qu'on peut avoir des jambes mais on ne marche pas immédiatement, on peut avoir une langue mais on ne parle pas immédiatement, une fois qu'on a rempli des conditions d'accès à un certain stade et qu'on les a remplies avec succès, alors on peut accéder à un autre stade. Ce sont les stades du développement, c'est de la psychologie du développement, ça c'est de la science. Or l'OMS ne cite absolument pas du tout ça, ne parle pas de protection contre la pédophilie, il n'y a pas le terme pédophilie en fait, tout simplement. Donc ça devrait être la priorité. Il ne cite pas une fois le terme pédophilie. Ça devrait être la priorité. Ce qu'on peut peut-être dire aux parents, c'est qu'étymologiquement, l'école, c'est scoler, c'est ce qui est clos. C'est un endroit où on doit prendre la distance par rapport à l'environnement culturel. Donc il n'y a rien qui est censé pénétrer dans l'école de l'extérieur, comme par exemple ces associations qui viennent faire des cours, et rien qui devrait se mêler de l'intime. C'est-à-dire qu'on doit y réfléchir sur on va dire, la vie, comment s'insérer dans la vie, ton projet professionnel, etc. Mais on n'a pas à dire comment on se sert de son corps ou comment on peut éprouver éventuellement des plaisirs. Ça, c'est des initiations, on va dire. Ça, c'est interdit. Effectivement, ces pensées-là, ces pensées totalitaires, elles vous essentialisent, c'est-à-dire qu'elles voient tout le potentiel que vous pouvez avoir et donc ils se permettent d'aller jusque-là. Puisque potentiellement tu peux aussi manger ou te reproduire, je vais me mêler aussi de l'éducation de ça. Alors que non, c'est eux, s'ils sont censés nous aider à intégrer nos enfants dans la société. Donc il n'y a pas à se mêler de l'intime. Donc il faut nous aider à ce que les parents aient une boîte à outils pour reprendre leur autorité parentale et de dire qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je délègue à l'école et qu'est-ce qu'on fait à mes enfants. Aujourd'hui, les parents, nous tous, on est tellement débordés par nos boulots qui ont déjà des fiches de poste tellement remplies qu'on est épuisé et qu'on est bien ravis de déposer nos enfants dans un endroit où ils sont en sécurité et le soir on les récupère. C'est du fait qu'on s'est déresponsabilisé du contenu de ce qu'on va donner à nos enfants, de comment on va les nourrir, qui fait qu'aujourd'hui on a perdu la souveraineté de ce qui s'est passé. Et puis c'est toujours sur le prétexte de la bienveillance.
Alors oui, c'est une des logiques typiques du pédophile. Sous prétexte d'aimer les enfants, il va nous expliquer que les abus, c'est sous prétexte de bien faire. Un pédophile, c'est vraiment un adulte comme un autre. C'est un tonton, c'est un papa. C'est pas quelqu'un de particulier. Il s'habille pas particulièrement. C'est le voisin avec qui vous descendez les poubelles, qui est fort sympathique. Et lui, comme il va vous vendre aussi qu'il participe de la lutte contre la pédophilie et contre la violence pédophile. On joue sur des mots comme si les agressions sexuelles étaient faites de manière violente. Donc lui, il va dire que s'il approchait l'enfant avec des techniques de séduction, des techniques douces, d'initiation, c'était pour son bien. Et souvent, c'est des anciens qui ont été abusés, parfois même violemment. Donc eux, ils font déjà mieux que ce qu'on leur a fait. Donc on imagine bien que si on effracte comme ça des enfants en les éduquant, ça fera des générations d'enfants qui produiront les mêmes choses sur d'autres enfants. Au bout de combien de cours sexuels, le grand frère ne va pas vouloir jouer avec le petit frère. En même temps, l'infirmière du planning familial, elle est normalement pas pédophile. Et en plus, si elle écoute les textes officiels, par exemple en Belgique, l'EVRAS, le guide pour la vie relationnelle, affective et sexuelle, ils disent une démarche d'EVRAS se fonde toujours, donc évidemment, c'est pour amener la sexualité à l'école à partir de, je ne sais pas si c'est 4-5 ans, mais je crois que ça commence déjà avant, en Belgique aussi. Une démarche d'EVRAS se fonde toujours sur le respect, la tolérance, l'accueil des différences et l'ouverture à l'autre. Elle vise à apporter une information fiable, impartiale et exhaustive et à participer au développement de l'esprit critique, afin d'aider les jeunes à construire leur identité, assurer leur bien-être et à prendre des décisions éclairées. Donc la personne qui fait ça, elle se dit, moi c'est bien, je participe à une œuvre collective charitable. C'est vendeur, oui. Oui, c'est bien impacté. On pourrait peut-être citer tout simplement ces standards pour l'éducation sexuelle en Europe qui fondent en fait l'origine de ces guides, puisqu'on retrouve toute la terminologie et tout le contenu. Alors je vais prendre par exemple entre 0 et 4 ans. Pour l'OMS, les enfants vont être partenaires de l'adulte pour être éduqués, je cite, au plaisir et à la satisfaction liée au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine précoce. Donc là, on voit à quel âge là ? Entre 0 et 4 ans. Donc on voit bien qu'il y a une confusion. La masturbation, c'est un terme de sexualité adulte. L'enfant, éventuellement, il explore tout son corps et il fait du tripotage. On n'est pas du tout dans quelque chose de sexualisé, précisément. Donc là, il y a une confusion. La nature de la perversion, c'est la confusion. Donc dès qu'on va repérer des confusions de termes et des mélanges comme ça entre les générations, on sait qu'on a affaire à des processus pervers. Cette éducation sexuelle est continue, je cite, multisectorielle, contextuelle. Entre 0 et 4 ans aussi, ils vont donc être éduqués à devenir conscients de leur identité sexuelle, à parler des sensations agréables ou désagréables dans leur corps. Donc on est dans le module sexualité, en groupe, a priori. À la découverte de leur propre corps et de leur partie génitale. Et il nous est clairement dit, idéalement, les différents sujets sont introduits avant que l'enfant arrive au stade correspondant du développement. Avant qu'il se pose la question. Ça veut dire le stade de développement, c'est ce fameux stade de maturité psychique pour pouvoir recevoir et accueillir une information. Vous n'allez pas demander à un bébé de conduire une voiture. Donc par définition, on crée du trauma là. Exactement, par définition, c'est traumatique, c'est effractif, puisque ce n'est pas... les prérequis ne sont pas acquis. On ne peut pas demander à un bébé de conduire une voiture. Il faut un développement physique, neurologique, intellectuel, émotionnel, etc. Mais c'est la même chose. Donc c'est confusionnant, parce qu'on apprend des choses alors que les instances psychiques ne sont déjà pas en place. Donc on ne pourra pas ensuite le ranger dans des tiroirs qu'il aura déjà fabriqués. On lui met tout en vrac. Il faut vraiment savoir que là on s'attaque à des psychopathologies qui attaquent du lien. Donc ça va attaquer l'empathie, les neurones miroirs, le vivre ensemble, la différence, les points de vue. C'est des pathologies qui attaquent le signifiant et les signifiés, qui vont prendre un mot sur lequel on croit qu'on s'entend tous, les droits. Les droits, c'est bien en plus, c'est tendance, c'est des mots qui... Et puis en fait derrière ça voudra dire des contraintes par exemple. C'est le problème qu'on a entre le droit constitutionnel français qui exige la protection d'un État alors que ces droits sexuels contraignent l'État à nos libertés qui seraient de jouir sans cesse. Donc c'est vraiment des choses qui heurtent nos conceptions même, donc notre langue. Donc ces pathologies, elles sont confusionnantes et elles jouent de la confusion des langues entre un adulte et un enfant.
Donc là, par exemple, la confusion, la sexualité, c'est un langage d'adulte. L'amour et aller vouloir faire plaisir à un adulte qui me propose un jeu, ça, c'est un amour d'enfant, c'est un langage d'enfant. Donc il y a à animer ou les intéresser, les éveiller à une curiosité. Tu veux que je te montre? Oui, parce qu'un enfant, il vous dira, non, je le sens pas. Et effectivement, ensuite, il change le fond et la forme. C'est-à-dire, ça va être d'autant plus gentil que c'est une chose qui va être mauvaise pour l'enfant. Donc nous, qu'est-ce qu'on nous vend? C'est des cours d'éducation, donc ça nous paraît quand même tout à fait adapté à l'école, alors que derrière, en fait, c'est une effraction qu'on nous propose pour nos enfants, chose à laquelle on n'aurait jamais signé. Une effraction, c'est un trauma. Et puis c'est beaucoup plus dramatique que ça peut en avoir l'air si on n'y prête pas attention, parce qu'ils vont créer de la déviance, en fait, ils vont créer des malades. Ils vont créer des enfants qui, une fois adultes... Ils vont créer des confusions. Donc les cases dans lesquelles on va vouloir ranger ensuite l'expérience auront été confuses. Ensuite, ils vont réveiller des résistances inconscientes naturelles. C'est-à-dire nous tous, même en écoutant les témoignages des enfants, on va se dire non, c'est impossible. Déjà rien que quand on en parle de ces droits, tout le monde nous dit mais c'est juste pas possible, c'est ridicule. C'est tellement loin de mes conceptions, de mes représentations de qu'est-ce que c'est un État ou l'école que c'est juste impossible. Donc on va avoir du déni, de l'oubli. Quelque chose qui est tellement forte quand on vous le dit, on l'oublie immédiatement, ou même on n'arrive pas à la comprendre, à l'entendre. On entend les mots, mais ça ne s'inscrit pas dans notre tête. On va créer des surcompensations, des gens qui du coup on leur oublie en faisant du travail, en compensant par autre chose. On a des addictions, et chez ceux qui les auront vécues, des compulsions de répétition. Si on montre quelque chose trop tôt, un film trop tôt à un enfant, il va vouloir retrouver cette vidéo déjà pour la digérer, pour se détraumatiser, mais ensuite parce que ça l'aura éveillé à des sensations nouvelles et confusionnantes, donc excitantes. Un enfant qui est tranquille dans sa période de latence et qui devait normalement investir des espaces d'apprentissage, donc développer sa mémoire et sa concentration, il en faut de l'espace psychique pour ça. Il faut se retrouver un peu seul avec soi-même. Et là, on propose à la place quelque chose d'excitant, avec des paillettes ou avec des nouveaux jeux, et effectivement qui sera attiré. Et c'est pas à lui de dire non, c'est à nous de s'en empêcher. Il ne peut pas dire non, lui. Ça va pile dans la faille qui est de sa curiosité. C'est l'intelligence naturelle que de vouloir rentrer dans les apprentissages. S'il est normalement constitué, il va même en vouloir en apprendre plus, voire même après le partager avec les copains. On a déjà vu des histoires qui se racontent pratiquer. Il faut peut-être qu'on précise que au cours de ce colloque, on a eu 3 professionnels qui ont fait, et certains continuent, des expertises judiciaires sur des cas de trauma sexuel infantile, donc Amandine Lafargue, Régis Bruno et moi-même. Et nous savons que quand un enfant va avoir un comportement sexualisé, c'est qu'il y a un problème. C'est où a-t-il appris cela? À quoi a-t-il été exposé? Et ce qui se passe, c'est que quand un enfant est sexualisé par l'adulte ou initié à la sexualité, et c'est pas moi qui le dis, c'était Freud, il devient inéducable. Parce que tout simplement, on a réveillé trop tôt quelque chose qui peut dissocier, peut être extrêmement traumatique, et effectivement, il n'y a plus du tout de possibilité pour l'enfant de contrer toutes ces parties pulsionnelles, ce qui est normalement le rôle de l'éducation, c'est-à-dire la frustration, je veux faire tout ce que je veux quand je veux, etc. L'enfant, à la base, si on lui laisse manger tous les bonbons toute la journée, il le fait. Donc il faut déjà qu'il ait appris à manier et à transcender, j'ai envie de dire, ces différentes parties pulsionnelles de lui avant d'avoir accès à la sexualité. C'est une effraction dans sa vie d'enfant. C'est une effraction même dans la construction plastique. Qui est partout, qui n'est pas que dans les écoles et les planning familiales, puisque voilà, récemment j'ai été voir un film avec mes enfants qui était enfant et demi à partir d'1 an même, où il y avait des allusions sexuelles en permanence, c'est-à-dire sodomie, fellation, voilà, tout le temps. Il n'y avait pas d'image crue et directement, mais il y avait tout le temps des insinuations comme quelque chose quand le chauffeur faisait une mauvaise manipulation, il y a une espèce de God Michel qui sortait du siège. Et il y a d'ailleurs un père qui est sorti de la salle. Donc on dirait que cette volonté de sexuer les enfants est omniprésente partout en même temps. Absolument. C'est un plan mondial. La professeure américaine de droit américain Judith Reisman, qui a travaillé pour le département de la justice américaine, avait déjà dénoncé une œuvre effectivement idéologique au travers des films pour enfants, et notamment Disney, concernant des images subliminales, etc., qui sont vouées effectivement à créer de l'effraction traumatique chez l'enfant. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un enfant qui a subi... Quel est le pire traumatisme? C'est le traumatisme sexuel,
Dans quelles conditions est-il le plus grave? C'est selon l'âge de développement de l'enfant. Plus c'est tôt, plus c'est précoce, moins l'enfant est construit, moins il est en capacité De se représenter. de se reconstruire après ce traumatisme, et par une personne ayant autorité, par un adulte. Or, c'est ce à quoi encouragent ces textes. C'est quand même gravement problématique. Et effectivement, Alexandre, l'idée du consentement de l'enfant, c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus, qui nous est de plus en plus insinué. Un enfant, parce qu'il n'a pas terminé sa maturité psychique, affective, émotionnelle, neurologique, intellectuelle, etc., ne peut pas avoir de consentement libre et éclairé. Et c'est la raison pour laquelle, antérieurement, on donnait le droit de vote quand même avec certaines limites d'âge. Mais l'OMS a eu cette idée extraordinaire, dans les standards pour l'éducation sexuelle, de créer la notion de citoyenneté sexuelle dès la naissance. C'est-à-dire que là, on a une injonction paradoxale complète, c'est-à-dire que la sexualité relève du registre de l'intime, la citoyenneté du registre politique. Le registre politique, c'est le lien que nous allons créer dans la vie publique ensemble pour réussir à vivre ensemble. Et là, on a un mélange des deux. Or, on se souvient que le totalitarisme, c'est la domination. L'infraction dans l'intime. C'est la recherche de domination totale sur l'intime. Il faut peut-être parler de Kinsey, c'est incroyable, qui a fait des expérimentations sur 2035 enfants, et notamment des enfants à partir de 5 mois, chez qui il a stimulé de diverses manières pour voir le nombre d'orgasmes. Et on voit ici dans le tableau qu'à 2 ans, un enfant avait eu en 9 minutes 7 orgasmes, un autre 11, un enfant de 5 mois 3 orgasmes, Oui, c'est ça. un de 11 mois 10 orgasmes. Oui, c'est ça. Et il décrit la manière dont il réagissait, en fait, ce qui fait plutôt penser à de la torture. Et c'est sur Kinsey que les déclarations des droits de l'enfant, de la citoyenneté sexuelle sont basées. Oui, il faut remonter à l'historique, mais tout le monde peut le trouver. L'imposture de Kinsey, c'est Judith Reisman qui l'a dévoilée. Alors, qui était Kinsey? C'était un entomologiste, donc spécialiste des insectes, parasites des végétaux. Donc c'est vrai qu'il était tout à fait habilité à parler de la sexualité humaine et encore mieux du psychisme des enfants. Il a été financé par la fondation Rockefeller, à l'université de l'Indiana, pour effectuer des recherches sur la sexualité humaine. Son échantillon tout à fait impartial était sur 4120 hommes, 3526 étaient des déviants sexuels avérés, dont 1600 délinquants sexuels et psychopathes incarcérés. Là tout de suite, on a un tableau un échantillon tout à fait impartial. Judith Reisman a rencontré des témoins, mais nous avons les déclarations même de l'équipe de Kinsey, et puis on verra aussi sa définition de l'orgasme, qui est quand même très intéressante. Nous avons donc plusieurs collaborateurs, certains ont reconnu avoir, par exemple, un certain Pomeroy a reconnu avoir utilisé de la pornographie infantile. Un autre, John Monnet, le créateur de la théorie du genre, a écrit dans une revue de pédophiles. On a le Times Magazine qui a en 1980 conclu, parce que cet institut Kinsey a créé un autre organisme qui s'appelle SIECUS, S-I-E-C-U-S, qui est l'organisme censé faire de l'information sexuelle aux États-Unis et justement a créé le terme éducation sexuelle ou éducation à la sexualité, qui est aussi de la novlangue. Il a été créé en 1964 avec comme objectif enseigner l'idéologie de Kinsey par l'éducation sexuelle. Avec Rockefeller derrière, non? Oui, toujours Rockefeller derrière. Donc, la première responsable de cet organisme a été le docteur Mary Calderon, l'ancienne directrice médicale du planning familial. L'idée de SIECUS, c'est encourager les élèves à utiliser des ouvrages sexuellement explicites proposant des images imprimées ou en ligne, avec que des partisans de Kinsey. Évidemment, c'est une référence de l'OMS, donc on est quand même un petit peu surpris. La fameuse Mary Calderon, donc l'ancienne présidente et cofondatrice de l'organisation SIECUS en 1980, va s'exprimer pour dire que le but de SIECUS, c'est de permettre de façon très large et profonde la prise de conscience de l'importance vitale de la sexualité des nourrissons et des enfants. C'était l'objectif principal de SIECUS. Alors, je voudrais quand même prendre la définition, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y a donc le terme de l'OMS s'occupe de la santé des peuples. En dessous, elle va s'occuper de la santé sexuelle
des peuples. Dans la santé sexuelle, il y a donc les droits sexuels et reproductifs. On pourrait dire plein de choses là-dessus. Et donc ces droits sexuels donnent lieu à une éducation sexuelle qui va promouvoir ces droits à la sexualité. Alors, ça crée des certifications en santé sexuelle, donc on forme des professionnels un peu partout dans le monde. Et donc, je voudrais citer, parce que j'ai eu donc accès à un cours à l'Université de Laval, au Canada, c'est un de ces cours en certification en santé sexuelle, où il nous est expliqué que voilà, tout est fondé sur Kinsey, et qu'il y aurait de l'excitation sexuelle en bas âge, des mouvements rythmés qui s'apparentent à des pratiques masturbatoires qu'on retrouve plus tard dans le développement, comme des poussées du bassin, je cite, de la lubrification vaginale chez les toutes petites filles, des érections chez le petit garçon. Et donc, le prof se fonde sur Kinsey et donne la définition de l'orgasme selon Kinsey. Donc, accrochez-vous. Un bébé agité se calme dès la première stimulation sexuelle, perd tout intérêt pour d'autres activités, entreprend des poussées pelviennes rythmiques, se tend à l'approche de l'orgasme, pris de convulsions, souvent agité de violents mouvements des bras et des jambes, et pleure parfois au moment de l'orgasme. Il a le regard vague, fixe et vide, et est pris de spasmes soudains. D'après ce cours, c'est un état euphorique de plaisir. D'après le docteur Régis Bruno qui nous l'a expliqué au colloque, c'est un état d'épilepsie du bébé. Ouais. Et ça, c'était sur des enfants à partir de 5 mois. Oui, des bébés, de très jeunes enfants, dit le cours. Au niveau psychique, ça va ensuite amener les enfants à être dans l'immédiateté. Ils vont même plus vous voir prendre du recul, ou des enfants qui ont été traumatisés si tôt, si ça ne fait pas de la psychose, parce que ça fait une skise, hein, ça va splitter le mental. Quand bien même ils arriveraient, je ne sais pas par quel miracle ou quel étayage se sortir de là, ça ferait des gens accros au système de récompense, avoir tout de suite de l'excitabilité dans leur corps ou dans leur mental très, donc ils vont privilégier des réponses rapides, des prêts-à-penser rapides, ou des choses, des addictions, de la jouissance et du plaisir rapide. Donc c'est assez intéressant, parce que dans une société du coup consumériste, ils vont vouloir acheter des objets cherchant toujours le plaisir à très court terme. Donc ça nous éloigne de toutes les civilisations où eux se contentent d'essayer de rien changer dans la vie, d'essayer de perpétrer les traditions, parce que le secret il est dans la durabilité, que là il va falloir se remplir, mais pour vider un vide dont on ne pourra plus, voir même sa forme. Donc ça va être Et puis ça va être des consommateurs de sexe. De tout et d'excitation surtout. C'est-à-dire en plus il va leur falloir des doses, parce que les récepteurs de dopamine auront été vraiment grand ouverts, donc il va leur falloir des doses, mais de quantité encore plus importante. Donc ils vont vouloir des choses après, même à la limite du supportable, puisque ce qui comptera, c'est la quantité d'énergie qui va être apportée. Donc c'est eux-mêmes qui vont demander à ce que les choses soient plus hard. Donc nous, on va les initier à des choses officiellement, on va dire, des débuts, mais on va créer les vases pour recueillir la suite, les contenus plus effractants encore. Donc après, il sera facile de dire, vous voyez que les enfants ont déjà une sexualité, voire même ils en réclament. C'est pour ça que déjà, ça n'a pas rentré. Oui, et qui consomment du porno à 8 ans, pourquoi pas. Bien sûr qu'il y a aussi des intérêts marchands derrière la promotion. Il faut regarder tout simplement les financements de l'éducation sexuelle, c'est assez Même intéressant. les livres qu'on trouve aujourd'hui dans les bibliothèques, il y a des pères de famille qui trouvent dans les bibliothèques des livres écrits par des anciennes actrices porno des années 90, avec des jolis titres. Vous le loueriez vous aussi pour votre enfant dans les bibliothèques, sous couvert de protection. Par exemple, on n'a pas le droit de te faire ci, on n'a pas le droit de te faire là, qu'on peut donc quand même réserver avec la carte de bibliothèque de votre enfant de 9 ans, des livres destinés à des enfants de 12 ans, dont les derniers chapitres sont bien précisés, accessibles qu'aux enfants de 15 ans, donc vous n'avez même pas à cliquer, vous avez déjà 15 ans. Et effectivement, c'est assez troublant de voir. En plus, ils utilisent vraiment toutes les techniques du b.a.-ba on va dire en technique sociale d'engagement. On n'a pas le droit de faire ça, sachant que le cerveau ne retient pas la négation. Donc, c'est vraiment toutes les techniques de psychologie qui sont appliquées pour pénétrer facilement le cerveau fragile et encore en maturation des enfants. Oui, et quand on remet ça en question, la sexualisation des enfants, ou on va en parler l'idéologie LGBTQ+, on est traité directement de transphobe, homophobe. Dans le guide Evras, ils évoquent le terme hétéronormativité. Alors, ils le définissent comme principe de considérer le fait d'être hétérosexuel comme étant la norme allant de soi
comme la référence par défaut et de marginaliser tout ce qui en sort. En d'autres termes, c'est lorsqu'on considère que l'hétérosexualité va de soi et qu'elle est utilisée par principe en référence. Qu'est-ce qu'ils veulent créer en faisant ça Détruire la famille. Je pense que ça c'est très clair. On le voit au travers des attaques systématiques de l'autorité parentale que l'on voit dans ces textes, clairement, puisque les parents sont donc dépossédés de la possibilité de protéger leurs enfants de ces contenus. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces contenus ne sont pas que des contenus langagiers, ce sont des contenus avec des supports, et ces supports présentent des images pornographiques qui sont effractives pour le psychisme de l'enfant. Alors on nous explique que ces images, c'est ok parce que ça c'est dans le contexte d'un cours d'éducation sexuelle, mais le psychisme de l'enfant ne va pas faire la différence. C'est de la même façon quelque chose qui est traumatisant pour lui. On en a maintenant des témoignages concrets. Moi, c'est ce que personnellement, entre guillemets, j'attendais, même si je ne les attendais évidemment pas. C'était parce qu'on peut analyser tous les textes du monde, mais on a toujours besoin de la matérialisation du préjudice déjà pour valider qu'effectivement on ne s'est pas trompé dans son analyse, mais deuxièmement parce que il y a des victimes, et pour une seule victime il faudrait de toute façon arrêter l'ensemble de ces programmes, point. On ne va pas faire encore une fois des expérimentations de masse sur des enfants. Et les victimes, Amandine peut en parler, on les a depuis février 2023 dans les cabinets de psy. Oui, effectivement. Donc le but, c'est le grand renversement, c'est-à-dire que nous, on a pu avoir l'éducation de nos parents, de nos grands-parents, on allait tous dans le même sens, dans le sens de la protection de nos enfants. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? On est volé dans notre autorité parentale, puisque nos enfants revenant de ces cours-là savent mieux que nous, et rentrent dans nos foyers et nous disent comment il faudrait bien parler. Maman, Estelle maintenant s'appelle d'une autre manière, s'il te plaît, par décence et par correction. Donc c'est nos enfants qui nous font la leçon de comment on devrait parler. Effectivement, les enfants qu'on reçoit aujourd'hui, ils sont dans une grande confusion. Donc, c'est-à-dire qu'on leur a appris, par exemple, à l'école, comment on faisait les bébés, qu'un sexe rentre dans un autre sexe et que ça ne fait pas le mal parce qu'il y a un liquide, par exemple. Donc, moi, j'ai eu des petites filles de 6 ans qui se retournent vers leur maman, parce que le premier rendez-vous, j'essaye de le faire avec le parent, déjà pour gagner sa confiance, et qu'ils voient un petit peu ma manière de travailler, et que je puisse calculer ensuite la différence de ce que l'enfant dit devant le parent, et ensuite ce qu'il dit quand il n'y a pas le parent, pour voir un petit peu, voir la marge de manœuvre. Et là, donc, la petite se retourne en pleurs vers sa mère, et me dit, mais maman, tu m'as dit que c'était quand les parents s'aimaient très fort qu'ils se donnaient une graine. Donc à 6 ans, c'est une petite fille qui croit encore qu'à la fin de l'année, il y a un bonhomme barbu qui amène des cadeaux. C'est une petite fille qui pense que quand on s'aime très fort, on se donne une graine. Et la maîtresse, donc le référent, la personne vers qui elle est en train de se tourner parce qu'elle a dépassé son Oedipe, elle commence à se décoller de sa mère et vouloir être aussi bien que la maîtresse qui est donc une figure parentale, une figure d'autorité sur laquelle elle peut projeter son idéal, vient de lui dire quelque chose de complètement confusionnant. Oui, conflit de loyauté aussi. Exactement, et la confusion des émotions, c'est-à-dire elle se sentait en sécurité, elle apprend que sa mère l'a trahi en disant une bêtise, donc j'ai dû lui expliquer que c'était la même version, c'est simplement que la version qui était dite par sa maman était plus adaptée à son âge. On n'a pas à savoir des choses pratico-pratiques. Les sexualités bougent trop, comme dit Ariane, qu'une chose rentre dans une autre, et pourquoi pas dans d'autres trous qui ne servent pas à la reproduction. C'est effectivement, à son âge, elle n'avait besoin que de savoir ça, qu'avec beaucoup d'amour, on pouvait faire un enfant. C'est-à-dire 1 + 1, ça fait le fruit de l'amour. Donc cette fille-là, elle ne sait plus où ranger ces choses-là, puisque la case du plaisir sexuel, elle ne l'avait pas encore. Donc elle est passée de « on s'aimait très fort, on fait une graine », on ne sait pas par quelle opération et on s'en fout, parce qu'à cet âge-là, en dessous de 7 ans, ils ont la pensée magique. Pan, t'es mort, viens, on rejoue aux Indiens et aux cow-boys. Et donc ils avaient on s'aime très fort, Pan, ça fait un enfant. Point, il n'y avait pas besoin d'aller expliquer très exactement comment on les faisait. Donc elle est complètement perturbée et surtout maintenant elle est initiée, elle est curieuse. Donc elle va bien savoir comment on le rentre très exactement. Elle va commencer à regarder à quoi ressemble un zizi, voir à quoi ça ressemble un sexe de fille et surtout maintenant ça va la préoccuper. Mais disons qu'elle l'aurait fait de manière naturelle avant et non et guidée surtout par un âge l'adulte. adapté. Quand elle aurait commencé à éprouver des choses, par exemple, sa poitrine aurait commencé à démarrer, mais à quoi ça sert une poitrine ? On lui aurait réexpliqué l'histoire de l'allaitement, et du coup l'allaitement donc bébé, donc graine, et elle aurait pu peut-être imaginer
Par où à peu près. Mais c'est-à-dire que ça aurait été d'autant moins impactant si elle avait compris par elle-même. C'est-à-dire, c'est comme l'histoire de la légende de la fin de l'année. On ne le dit pas très exactement, ça existe ou ça n'existe pas. On leur explique une petite histoire qui fait qu'ils vont finir par compléter à leur manière les pièces du puzzle. Alors que là, on leur dit quelque chose de très réel et dont l'image va les rester à toute leur vie. Moi, je sais qu'enfant, on m'a expliqué que c'était comme la pompe à essence. Tu vois le tuyau de la pompe à essence, tu rentres dans la voiture. Quand on a 6-7 ans, c'est quand même assez confusionnant. Et ça, c'est très fractal. Je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde de l'enfance, c'est un monde de l'innocence et c'est un monde de l'imaginaire. C'est-à-dire que c'est un monde où l'enfant va déployer sa sécurité intérieure parce qu'il va être capable de créer un monde imaginaire. Il sait bien que ce n'est pas le monde réel, mais c'est ce qui va lui permettre de déployer sa sécurité intérieure. Par exemple, je cite souvent, on a le roman familial, il sait bien que ses parents sont ses parents, mais à un moment donné, il peut se créer l'histoire que finalement, il serait peut-être le fils ou la fille d'un prince dans une lointaine contrée. Et c'est très important cette création d'imaginaire parce que c'est la base de notre sécurité intérieure. À partir du moment où les adultes arrivent avec leurs problématiques d'adultes, leurs angoisses d'adultes, leurs projections d'adultes dans ce monde imaginaire, imposer leur version du réel, de toute façon qu'on parle de sexualité ou pas, on peut parler de terrorisme, parce qu'il y a des enfants à qui on a fait faire des simulations de terrorisme ou d'autres choses. Enfin, on peut parler de tout ce qui s'est passé pendant la pandémie. L'angoisse des adultes vient dans le monde des enfants, leur empêcher de construire leur monde imaginaire qui va être la base de sécurité psychique, qui va leur permettre de développer d'autres apprentissages. Donc, même sans parler de sexualité, cette confusion des générations, où les adultes estiment que les enfants, plus tôt on va les éduquer au viol, plus tôt ils vont être prévenus du viol, mais on va faire exactement le contraire. Si on vient parler de viol à un enfant en lui disant « tu fais pas ça », au colloque, j'ai eu une personne qui est venue me voir, un animateur qui avait fait de la prévention anti-tabac dans les écoles. Et il s'est aperçu que, loin de faire de la prévention, puisqu'il venait parler de problématiques du tabac, et bien évidemment c'était de l'incitation à fumer en réalité, même si lui il y amenait toutes les négations du monde. C'est pour ça qu'il y a certaines problématiques où on doit absolument préserver les enfants. On ne met pas des drogues entre leurs mains, on ne met pas des cigarettes entre leurs mains, on ne met pas de l'alcool entre leurs mains, on ne met pas de la sexualité entre leurs mains. C'est cette prévention-là. Oui, en plus, sous couvert de ne pas discriminer, au fait, en considérant tout le monde, en traitant tout le monde de la même manière, comme si les gens étaient les mêmes, ils discriminent, parce que il y a deux pans à la discrimination, ou bien traiter de la même manière des gens différents, ou bien traiter de manière différente des gens identiques. Donc, justement, il crée un flou autour aussi dans ces déclarations, autour de la notion de personne. On ne sait plus si l'enfant est un adulte, l'adulte un enfant, on s'y perd complètement. Mais absolument, en fait, j'avais fait ressortir un sophisme. Un sophisme, c'est un faux raisonnement dans cette déclaration des droits sexuels et dans ces standards, en fait, qui consiste à mélanger l'être humain et les catégorisations d'être humain. Alors, l'idée, c'est tous les enfants et les adultes sont des êtres humains, l'être humain a une sexualité, donc tout le monde a des droits sexuels. Donc ça, c'est comme dire, en fait, on a tous des lunettes, donc on est tous humains. Non, en fait, ça passe pas comme ça, il y a quelque chose qui va pas. En fait, dans cette catégorisation, eh bien, il y a une différence de nature entre l'enfant et l'adulte. De nature. C'est pour ça que l'enfant, il a une protection légale à part. Et c'est pour ça que l'adulte, il a des responsabilités sur l'enfant. On ne peut pas les mettre au même niveau en disant oui, c'est juste une petite échelle selon les capacités évolutives et finalement tout le monde est citoyen sexuel. Là, on est dans un mélange extrêmement problématique. Et de nouveau, si vous dites, page 89 du livre, si l'on ne délire pas, on devient persécuté. On est aussi dans une version où quand on dénonce ça, au fait, c'est nous qui sommes les... Oh, ça, c'est le propre du délire paranoïaque, en fait. J'ai relié... ça c'est tout mon travail sur la psychopathologie du totalitarisme, avec la psychose paranoïaque. La psychose paranoïaque, elle persécute, mais en fait, elle désigne l'autre qu'elle a persécuté comme son persécuteur. C'est le harceleur qui dit « mais c'est le harcelé qui me harcèle ».
C'est tout le temps comme ça, en fait. Cette inversion systématique. Ouais, c'est celui qui rappelle le principe de réalité. On peut aller sur une petite fille n'est pas un petit garçon n'est pas une petite fille. Il est désagréable à celui qui veut, qui est dans la toute-puissance. C'est une projection, ils ne peuvent pas supporter qu'il y ait quelque chose de mauvais en eux, donc qui détectent un trait qui leur serait désagréable, ils ne peuvent pas le reconnaître, c'est le locus de contrôle externe, et ils ne peuvent pas s'attribuer quelque chose. Donc ils vont le projeter sur une cible qui souvent, effectivement, est déjà leur victime, le réceptacle de tout dépositaire de tout leur négatif. Ouais. C'est une défense pour ne pas avoir d'écroulement narcissique, comme il n'y a pas eu d'étayage. Il manque de symbolique, donc ils appuient direct dans le réel, mais ils y croient vraiment. Là où peut-être ceux qui les entourent, qui cautionnent toutes ces choses-là, sont plutôt dans des personnalités perverses, c'est-à-dire qu'ils savent quand même, ils voient un peu le sophisme, ils voient un peu les biais, et eux participent de tout ça plutôt parce qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités, parce qu'ils ont abandonné la symbolique, leur colonne vertébrale. Ils se sentent pas coupables, c'est qu'en fait, il faut faire avec ces gens-là. Donc eux auraient peut-être plus une conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Que oui, il y avait quand même avant, ça c'est ce qu'on appelait un pédophile par exemple, et là, oui, mais bon, vu que le monde avance, peut-être c'est les droits sexuels, et puis on ne voudrait pas se mettre les lobbies ou les LGBT ados, donc on va rester dans la confusion que ce mot il est égal par ailleurs, et Mais donc ils vont, ouais. C'est ce qui va nous empêcher de réfléchir, c'est que maintenant on va manquer de mots pour se parler. Donc souvent, plutôt qu'attaquer le noyau central de la représentation, qui est absolument, on ne peut pas parler de, par exemple, le vaccin, on ne peut pas. Là, il fallait, parce que de toute façon, il y avait danger de mort, donc ça soulève des défenses chez les gens. On va attaquer les noyaux périphériques de la représentation, ou par exemple le moteur, c'est-à-dire, mais pourquoi tu t'es vacciné? J'ai peur de mourir. Très bien, donc c'est la peur, donc on va peut-être parler en termes, donc peut-être tu as peur des effets secondaires aujourd'hui, on va plutôt parler comme ça. Donc si on veut parler aux parents ou même aux enfants qui ont été confusionnés, nous on a des adolescents qui commencent à nous dire enfin bon alors si t'es pas pro-LGBT t'es contre. Voilà, toujours ce clivage, cette binarité. Mais on peut toujours aussi dire que ça n'a rien à faire à l'école, il fait un peu ce qu'il veut le week-end, mais est-ce que vraiment il est obligé de rentrer dans les écoles le dire, où vous surreprésentez les orientations sexuelles à un âge où vous n'avez même pas la vôtre? Non mais ceux qui sont éduqués dans cette confusion sexuels vont, dès 5 ans, vont à un moment donné, à l'adolescence, croire que le sexe n'existe pas. Ils vont surtout avoir un panel trop... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, qu'un homme peut être une femme, alors que c'est quand même sur la différenciation sexuelle qu'est basé le désir, que tout... L'éducation, ça passe par poser un cadre structurant et symbolique. On ne dit pas ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, on dit on va tirer vers un cap, c'est une colonne vertébrale. Et donc on essaye tous, un peu à gauche, un peu à droite, de tirer notre navire vers là. Alors que là, ce qu'on nous dit, c'est si t'es pas ça, t'es ça. Et donc les 50 nuances au milieu, il y a pas possibilité. Dire peut-être qu'à 12 ans, je me sens plutôt ce genre, et pourtant je reste normale, ou ça va se rééquilibrer une fois que tes hormones seront reposées. C'est plus possible maintenant. Si on n'a pas un petit copain à 9 ans, c'est qu'on est lesbienne. Waouh, peut-être qu'à 9 ans, je n'étais pas encore assez mature pour m'intéresser à une sexualité ou même à une sensorialité. J'ai envie de regarder un garçon ou une fille. Oui, en fait, c'est une prédétermination qui est un déni d'enfance. C'est-à-dire que l'enfance, c'est un moment où aussi, encore une fois, on est dans ce monde imaginaire. Donc on peut, et dans le bon développement psychique, il est tout à fait naturel qu'à un moment donné, le petit garçon se dise « Ah mais moi, j'ai envie d'être une fille, parce que ma sœur, elle a telle et telle prérogative, ou je sais pas quoi. » Mettre du vernis. J'aimerais bien mettre du vernis. Et pour explorer, quand des adultes prennent un imaginaire d'enfant au pied de la lettre, ce sont des adultes qui sont fous. Il faut le dire, ils sont dans la confusion entre le fantasme et la réalité. Cette confusion, on la retrouve où en psychopathologie? Dans la perversion. C'est très simple. Donc, c'est pareil à l'adolescence. Nous, traditionnellement, en psychopathologie, on ne faisait pas de diagnostic de psychose pour des adolescents. Pourquoi? Parce qu'on le faisait à l'entrée de l'âge adulte. Et même quand on avait un primo, ce qu'on appelait une première bouffée délirante, un primo-épisode en psychiatrie, chez un ado, on ne
tirait conclut aucune pas. conclusion parce qu'on savait qu'on Mhm. était en aménagement psychique et donc effectivement quand on est adolescent on peut traverser des phases où on est en doute, où on ne sait plus qui on est en train de construire son identité, donc on va aller explorer des territoires, on peut même aller jusqu'à avoir pour certains adolescents des hallucinations, ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir fous plus tard, ça veut dire que simplement le psychisme il est malléable à ce moment-là et il va se structurer à l'âge adulte, donc en psychiatrie on n'était pas en train de diagnostiquer même sur une primo-bouffée délirante, un épisode ou de dire la personne est psychotique ou a une schizophrénie. Et là, on est en train de vouloir diagnostiquer des enfants très précocement à une étape du développement psychique où ils sont en train d'explorer la vérité, le mensonge, donc ils commencent à mentir à leurs parents pour voir ce que ça fait, et ils explorent ce que c'est qu'un garçon, ce que c'est qu'une fille, pour inscrire leur identité. Et cette inscription d'identité, moi, ce qui me préoccupe beaucoup dans ces textes, au-delà du fait qu'il n'y a pas d'appel à la psychologie du développement, c'est même que c'est exactement tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Au bon âge. Au C'est bon vraiment âge. calquer Quand, ce qu'il faudrait quand pas il passe faire. sur France 2 un film qui s'appelle comment, Petite fille, je crois, où on voit un enfant qui a demandé à sa maman de changer de sexe, elle a tout de suite répondu oui. Quand on voit Jean-Pierre Lebrun ou Charles Melman qui avait analysé ce film, on voit très bien qu'en fait le problème est chez la maman, Sans pensée critique, sans qui équilibre. répond directement à la demande et qui rentre dans un processus de prise d'hormones, de blocage de la puberté, ce qui est en fait une illusion, on ne bloque pas la puberté aussi. Mais... Donc ils mettent dans la tête des gens que la demande de l'enfant est un peu roi, et donc quand il demande, il faut répondre positivement. D'ailleurs, on en parlait hier, maintenant on conseille aux psy d'accompagner la transition. Voilà. C'est dans notre code de déontologie maintenant. Oui. Et donc si on ne le fait pas, on risque d'être radié. Même chez les enfants. Alors nous, il n'y a pas d'ordre des psychologues, on ne sera pas radiés, mais en tout cas maintenant, ça a intrusé notre code de déontologie, c'est-à-dire qu'il faut accompagner la personne. Là où avant accompagner, c'était aussi développer son esprit critique. Je voudrais rajouter que l'enfant est dans un monde imaginaire, mais précisément l'éducation, c'est selon les âges, l'amener petit à petit à considérer le principe de réalité. Et c'est ça, mais ce n'est pas l'imposer dès le plus jeune âge, non, c'est accompagner au fur et à mesure des stades du développement, petit à petit, ben non, tu n'as pas le droit de tout faire, et bien si tu veux à un moment donné réussir quelque chose, il va falloir que tu fasses des efforts, c'est pas tout de suite, etc. Ce principe de réalité doit être introduit dans l'éducation, c'est la fonction Par les frustrations et la castration. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? L'inverse, c'est de l'anti-éducation. C'est de la destruction psychique de l'enfant. Et cela suppose derrière que l'enfant aurait un consentement à ces transitions, à ces mutilations. Alors que nous savons aujourd'hui que des adultes maintenant qui ont été opérés, disent avoir été abusés par des adultes qui leur ont attribué un consentement à un âge où ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas la conscience. Qui regrettent qu'on ait facilité leur transition. Et ça a été exprimé au colloque par le docteur Régis Pruneau, sur les cliniques qui font machine arrière aujourd'hui. Accompagner quelqu'un, c'est vraiment avec les deux côtés. C'est-à-dire, nous, on ne dit pas qu'il ne faut pas le faire, il y a vraiment des gens qui souffrent, mais déjà, ce n'est pas une majorité. Là, c'est ce qu'on dit, en ce moment, il y a une surreprésentation. Mais effectivement, l'accompagner, ça pourrait être regarder le pour, le contre, les conséquences, et leur donner un avis éclairé. En fonction de ça, ils pourraient prendre leur décision, et après, ils pourraient regretter ou au contraire avoir un avis qui a été construit. Alors que là, faciliter, c'est aussi les mettre dans une illusion que ce serait possible, alors que génétiquement, comme on est déterminé, c'est leur mentir aussi. On leur cache quand même qu'il y aura des traitements à vie qui seront stérilisés. Parce que ce sexe-là ne donnera plus ce pourquoi il était... C'est vraiment très très... Stérilisé, plus de plaisir. Donc le fameux droit au plaisir de l'OMS, là, il tombe peut-être un petit peu par terre. C'est là où les mots vont être vidés de leur sens. On parle de changement, on parle... Oui. Est-ce qu'on n'est pas en train de complètement détruire le contrat social? Vous citez Rousseau qui dit « Ce que l'homme perd par le contrat social, c'est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu'il peut atteindre. Ce qu'il gagne, c'est la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il possède. » Oui, mais là, c'est la liberté de faire tout ce qu'on veut sur l'autre, en clair. Mais il n'y a plus de société, alors. Mais oui, mais tout ça, ce sont des attaques du lien, ce sont des attaques politiques. C'est pour ça que j'ai parlé de totalitarisme. C'est clairement... c'est une banalisation de la transgression des interdits fondamentaux qui permettent de structurer une société. Ça va amener le chacun pour soi, là où normalement nos droits, c'était aussi le droit à la couverture et à la sécurité d'un État, l'égalité, la fraternité. Et la protection de l'intégrité. Donc là, l'enfant n'a pas la protection de son intégrité physique. Ici, à 5 ans, dans le Guide Evras, identité de genre, expression de genre et orientation sexuelle. À 5 ans, parler du sexe biologique et identité de genre,
consolider son identité de genre, parler des orientations sexuelles, des droits et des devoirs, à 5 ans. Comment on peut consolider une identité de genre à 5 ans? En dessous de 7 ans, il ne sait même pas qu'il existe, qu'il n'a pas de pensée propre. C'est-à-dire que quand vous avez vos premiers avis sur n'importe quel sujet, j'aime le foot, j'aime les pommes, c'est déjà vers 7 ans. Avant, on a des goûts, mais on va dire que ce n'est pas raccroché à un sens. Donc c'est complètement contraire aux connaissances sur le développement de l'enfant. Et aux intérêts de l'enfant. C'est le paradoxe, puisqu'on dit il faut que tu sois flexible toute ta vie. Tu pourrais être hétéro un temps, puis aux 40 ans devenir homo. Il faut être flexible, et puis en même temps, il faudrait fixer des 5 ans. En Belgique, une loi vient d'être votée, on peut changer tant qu'on veut. Et même dans la journée, nous, on va avoir ce souci-là avec les prénoms. Est-ce qu'au collège, il a le droit de se faire appeler le matin d'un prénom et l'après-midi, contre ce qui est marqué sur l'état civil, contre même l'autorité parentale, contre même le réel? Donc lui, il va pouvoir être flexible tout au long de la journée. Ce sera une atteinte à ses droits si on l'appelle d'une autre manière. C'est vraiment des choses. Et là encore, il pourra faire autorité sur les garants de sa sécurité. Donc par exemple là, les professeurs ou l'établissement. On nie des choses immuables, donc on va pouvoir changer. On nie la filiation, les différences des sexes. On va pouvoir changer de date de naissance peut-être. Et c'est séduisant, un enfant, de pouvoir recadrer les parents, de pouvoir dire non, tu ne m'appelles plus comme ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu sais, la sexualité, c'est ça. Ça leur donne un pouvoir déjà sur les copains. Ça fait de eux, je crois que Brigitte Bruno a utilisé le mot de leader. Ils ont un savoir caché. C'est comme ça que marche la perversion. C'est qu'ils partent à partir d'un secret qui pue, un secret pervers. Et souvent, ce secret, ça part d'un mensonge et d'un meurtre. Donc là, le meurtre des mots, le meurtre de l'autorité et de la protection des enfants. Je voudrais peut-être rajouter à tout ça, dans la perversion aussi de ces contenus et de leur diffusion, c'est qu'on nous explique par exemple que pour protéger l'enfant de la violence sexuelle et de la banalisation de la pornographie et des écrans, il faudrait donc leur montrer très tôt de la pornographie. Donc c'est déjà un paradoxe. C'est un déficit de responsabilité des adultes, ça veut dire que les adultes ne protègent pas les enfants de l'accès à ces images. Et pour se défausser de sa responsabilité, eh bien on dit je vais t'initier moi parce que ça sera plus facile, plus doux, etc. C'est exactement l'argument des pédophiles. On peut rajouter aussi que dans le totalitarisme, il y a toujours la division des générations, l'endoctrinement de la jeunesse contre la génération d'avant. Et cette guerre des générations, elle va à l'encontre de la transmission qui garantit notre civilisation. Ils avaient commencé avec le Covid, les jeunes pourraient tuer les vieux. Absolument, c'est une inversion des générations. Dans une civilisation qui fonctionne, eh bien, la génération des adultes doit se sacrifier pour les enfants. Dans une civilisation inversée, c'est-à-dire chaotique, détruite et dégénérée, eh bien, ce sont les enfants qui se sacrifient pour les adultes, c'est-à-dire le bouc émissaire qui est toujours le plus innocent. Les piliers de la civilisation, c'est vraiment la différence des sexes et la différence des générations. Et c'est ça qu'attaquent les pédophiles. On peut être amoureux, qu'importe les âges et qu'importe les sexes, même s'il y a des mythes. Donc les gens qui nous écoutent, ils ont du mal à penser par exemple qu'on viole aussi les petits garçons. Ben non, on viole que les filles, ou que les femmes pourraient abuser. Non, les mères n'abusent pas. Et on a d'autres mythes, comme par exemple avec l'enfant qui ne se plaint pas, c'est donc qu'il a dépassé son trauma. Donc l'enfant, oui, il est revenu de droit sexuel, il s'est plaint de rien, donc ça l'a pas choqué. Il faut arrêter là les Saint-Initouches d'imaginer qu'il n'imagine pas non seulement qu'il aura été confusionné, qu'ensuite il aura envie d'autres informations comme ça. Et en fait, de l'amnésie traumatique. On nie l'impact de ces cours ou de ces éducations sexuelles sur l'avenir, c'est-à-dire c'est définitif. Chaque effraction comme ça aura un coût sur toute sa vie. Donc on imagine 2 ans de mesures totalitaires sur nos enfants, sur un enfant de 6 ans, c'est qu'un tiers de sa vie. C'est énorme en termes de dommages, d'impact sur un enfant. Donc effectivement, ils ne se plaindront plus parce qu'en fait, ça aura été leur normalité. Là, comme le poisson dans l'eau. Nos enfants qui ont 2 ans aujourd'hui, 3 ans, en fait, ils ont toujours vécu des mesures totalitaires, des rubalistes dans leur cours de récréation, il faut manger à 1,50 m, ils auront connu que des choses comme ça, des maîtresses qui crient dessus parce qu'elles sont abusées, des parents qui sont trop occupés. Donc à qui ils vont se plaindre? À l'adulte? L'adulte qui en plus n'a rien compris, on lui a expliqué qu'il a des vieilles valeurs qui n'existent plus comme ça. Donc on va pas pouvoir créer des lieux sécures dans lesquels ils vont même pouvoir dire « je me sens pas bien ». Et donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Des passages à l'acte sans qu'ils préviennent.
Ils ne vont pas venir nous dire ou écrire des paragraphes dans les journaux intimes, parce qu'en fait, ils ne savent plus où le Il n'y déposer. a pas d'avertissement. Et ils n'ont même plus de cas pour savoir qu'ils vont mal. Suicide. Donc le suicide, voilà, je t'expliquais tout à l'heure, 299, enfin, on va dire 300% de suicides chez les adolescents en ce moment. C'est vraiment difficile pour nous de croire qu'on a 600% de consultations pédopsychiatriques en plus. Il y a eu 28 décès d'enfants de moins de 18 ans, donc 13 mineurs de 0 à 9 ans et 15 de 10 à 13. Suicide. Ça, c'est les chiffres d'Olivier Véran il y a un an. En comparaison, c'est peut-être 0,2 pour 10 000 habitants pour les années 2014, 2015. Et nous, professionnels de la psychologie, des fois, on n'a pas pu les voir arriver. Là où avant, un adolescent, dans ses vêtements, il était peut-être un peu d'un style différent, ou dans son comportement, ou des écrits, ou des choses qu'il avait publiées. Là, 24 heures avant, même des fois quelques heures avant, on ne peut pas imaginer qu'il soit défenestré. Il n'a pas de mal-être parce qu'il ne sait pas qu'il est mal. Il est incapable d'analyser ses émotions. Voilà, ils sont tellement confusionnés et tellement habitués à se taire parce qu'il y a tellement plus grave. Il y a l'écologie, il y a l'argent, ils n'arrivent plus par exemple à se projeter. Mais à quoi bon se projeter dans un avenir qu'on leur vend comme foutu de toute façon sur toutes les sphères, toutes les choses qu'ils regardent devant eux, on leur dit c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. Et en plus on leur dit à quoi bon sert d'être un héros puisqu'on n'a plus de colonne vertébrale, c'est-à-dire d'envie, de faire rêver, d'idéal, puisqu'il n'y a pas... Même leurs parents ne sont plus des idéaux. Tes parents très rétrogrades, un papa et une maman, franchement, qui voudraient, c'est pas flexible, c'est des cadres qui sont vendus comme un peu périmés, un peu, on serait obsolescents. Donc il n'y a plus même de sages à regarder, il n'y a plus d'enseignement qui prévaut, puisque c'est un peu on fait plus comme ça maintenant, on fait plus comme ça le sexe, on fait plus comme ça l'éducation. Et donc c'est assez séduisant dans un premier temps. De toute façon, à chaque fois qu'on répond oui à un enfant, tiens, prends des bonbons tout de suite, c'est quand même plus agréable que non, pas avant d'aller se coucher, va te laver les dents. Donc ils préfèrent dans un premier temps qu'on réponde tout de suite à ce qu'ils ont envie, sauf que comme tous les parents qui ne posent pas d'interdit, petit à petit, ça va les insécuriser, parce que l'enfant comprend très bien intuitivement que s'il est tout puissant, qu'il peut tout faire, il peut être dangereux parce que sa toute-puissance, ça fait que lui, il sait qu'il est encore dans l'oralité, qu'il pourrait vouloir tout manger et qu'il pourrait du coup abuser ou transgresser. Donc effectivement, eux, ils sont plus rassurés à long terme sur des gens qui ont... Non, pas tout de suite, non, pas maintenant, non, pas avec cette personne, non, pas à cet endroit. Et les droits sexuels sont même rédigés de cette manière confusionnante. Là où de la prévention à la sexualité, ça veut dire ne fais pas ça dans la cuisine si tu veux, va dans un endroit, donc général, un endroit que tu aurais pensé toi. Là, on leur dit, tu peux le faire dans la cuisine quand tu es seul, dans les toilettes du collège, on va lui proposer un éventail de lieux, donc même ça, ou un éventail de positions. Ça veut dire qu'après, ça va être associé. Alors tiens, dans la cuisine, je pourrais faire ça, ça va être renversé. Là où avant, jamais il n'aurait pensé à le faire dans ce lieu-là. On va les stimuler en fait. Les initiés. Avec quand même une collaboration des psys. C'est Dany Robert Dufour qui, dans son dernier livre, Le phénomène trans, montre que même des psychanalystes accompagnent la transition et reçoivent, ils le disent dans des colloques, qu'il faut accompagner ça, que ça fait partie de la modernité. Le problème, c'est ça, c'est les nuances. C'est pas parce qu'on est contre quelque chose qu'on est pour son direct opposé. C'est pas parce qu'on est contre les attentats islamistes qu'on est pour les caricatures de Mahomet. C'est-à-dire que là, c'est pas parce qu'on est pour le vivre ensemble et que chaque orientation sexuelle trouve sa place et que grand bien leur fasse, au moins, ça n'emmerdera personne, on va dire. Mais de l'autre côté, c'est pas pour ça qu'il faut les surreprésenter dans toutes les séries télé, qu'il faut absolument dire à nos enfants comment ça explique en quoi ça se décline, etc. Ou qu'il faut aller leur dire à un âge où c'est dangereux pour eux. À 4 ans, j'aime me déguiser, je te présente un drag queen. Vous imaginez bien qu'ils vont penser que c'est exactement comme se déguiser en Spider-Man. C'est pas tout à fait comme se déguiser en Spider-Man. Spider-Man, c'est un héros, un drag queen, c'est quelqu'un qui a essayé de se débrouiller avec des choses qui sentaient confus à l'intérieur de lui. Qu'on voyait qu'en boîte de nuit à l'époque, qui n'allait pas le dire. C'est deux endroits qui devraient rester privés. Et même si on fait un cours sur toutes les différences d'orientation sexuelle, etc., déjà ça peut être la maîtresse qui le fait. Comme ça, l'extérieur ne rentre pas forcément dans l'école. Comme ça, j'ai le temps de me faire une idée et d'avoir un recul là-dessus. On peut aussi montrer ces personnes-là, pas encore déguisées, on va dire, et dire cette personne-là est tout à fait normale, mais le samedi, etc. C'est-à-dire, on peut en parler sans forcément
rentrer dedans, dans le réel. On peut en parler au niveau symbolique, parce que le symbolique, c'est structurant. Ça va faire appel au cortex et au niveau de raisonnement subtil. Alors que là, on dit, bah tiens, regarde, alors dit que c'est bien, et ça, c'est des théories sociales d'engagement. Alors, tu me trouves beau ? Ben, t'es un peu bizarre. Oh là là, ça me vexe. Ah ben, du coup, je vais censurer les choses qui sont gênantes, donc je vais attraper la confusion, je vais tordre mes ressentis à l'intérieur de moi. Et ensuite, tu voudrais, comme moi plus tard, technique d'engagement en public, c'est vraiment des techniques de manipulation de groupe de base. C'est interdit, ça. Encore plus à cet âge-là. Alors évidemment que les gens, ils font pas ça pour ça. Ils font ça dans une bonne idée. Mais malheureusement, c'est à nous de tenir un cadre pour interdire d'utiliser ces techniques de manipulation. Et puis ça démontre aussi, au-delà de ça, je trouve que ça démontre, dans toute société, il y a la norme et il y a la marge. En quoi c'est un problème d'être à la marge ? Je veux dire, si la marge, au contraire, je veux dire, la marge, c'est toujours été stimulant, c'est toujours, il peut y avoir des artistes contestataires, etc., qui peuvent être à la marge. Et là, on a l'impression que certaines marges ne supportent pas leur statut de marge qu'elles ont pourtant choisi. À un moment donné, un adulte, il fait ses choix. Et qu'elles veulent les imposer comme une norme. C'est un problème. Là où avant on disait l'exception confirme la règle. Exactement, l'exception confirme la règle. Enfin, je veux dire, c'est... Et en quoi c'est un problème ? Maintenant, c'est l'exception et la règle. Et c'est l'inverse, ouais, c'est ça, c'est l'exception et la règle. Va culpabiliser la règle. Va culpabiliser qui va du coup se sous-représenter d'elle-même. Et de plus en plus criminaliser la règle. Avec quand même, vous dites, se prendre pour un autre sexe, c'est-à-dire prendre une certitude délirante de type paranoïaque pour une réalité. Oui, mais ça, c'est pas moi qui le dis. Je dis, dans la psychopathologie traditionnelle de la paranoïa, il y a une confusion où effectivement une toute-puissance qui fait partie du tableau clinique de la psychose paranoïaque, qui est effectivement, je suis tout à la fois. Je suis Dieu, la femme de Dieu. Je suis l'homme, la femme. Je suis tout à la fois. Et donc, ça veut dire, je ne me limite pas. Je suis dans ma toute-puissance. Pour construire une société d'interdits, c'est-à-dire c'est pas une société interdite, c'est ce qui permet justement l'émergence du désir et sa consécration. Donc des interdits, c'est fondamental d'en avoir. Les interdits de protection de l'intégrité, etc. Pour construire donc une base de société d'interdits, il ne faut pas être dans un délire de toute puissance. Ni de tout possible, c'est impossible parce qu'une personne qui va vouloir se décaler parce qu'elle se sent pas tout à fait, elle se reconnaît pas dans le prêt-à-penser et ils vont vouloir chercher une règle, sauf que si tout est permis, ils ne pourront jamais rencontrer cette butée. Donc ils ne pourraient jamais trouver un socle stabilisant, un seuil d'incompression, ça y est, j'ai enfin trouvé ma case, ou mon invention, puisque là tout va être permis. Donc comment on va pouvoir se heurter à un impossible ? Et c'est là où le désir du coup tombe et qu'ils ont envie de se suicider. Et sans raison, c'est-à-dire sans raison apparaît son construction de je ne trouve vraiment pas, là je souffre, là ça va être plus que je ne trouve pas de butée, je ne vais jamais pouvoir trouver ma place. Et ils sombrent, mais c'est vraiment comme un vide interne, quoi. Et les dénonciations sur le programme de sexualisation de l'OMS, je ne sais pas vous Amandine, mais rien ne vous ont valu des représailles inouïes, vous dites. Oui, alors c'était tout de même à un moment où il y avait très peu de... Parce que plus on est nombreux, plus déjà les représailles se diluent, on va dire, et plus, malgré tout, plus ça devient compliqué d'empêcher le cheminement, et puis les gens ils vont tout simplement vérifier les textes, donc ils commencent, voilà. Mais à une époque où j'étais effectivement plutôt isolée, non pas que j'étais isolée... Oui, parce que ces textes, ils datent quand même de 2001. Ensuite, nous, on s'en est occupé en 2017. Toi, tu as été dans les premières 2016, peut-être voilà, le standard, je crois, je ne sais plus, c'est 2001. Moi, j'y suis allée en 2016, en fait. J'ai commencé à analyser ces textes. Mais disons qu'il n'y avait pas vraiment de contestation de la part de professionnels du psychisme. Parce que tout simplement, c'était impensable, parce que tout le monde avait été éduqué à la gentille éducation sexuelle, prévention des MST, donc personne n'imaginait que petit à petit ça allait dériver, mais en fait la dérive était prévue dès le départ, comme on l'a vu, c'est vraiment le cheval de Troie, je te fais un cadeau mais il est empoisonné, donc voilà. Oui, moi je n'ai pas arrêté de recevoir donc à l'époque des menaces de mort, les différentes calomnies, des censures, les calomnies ça continue, des amalgames.
des insultes, etc. Mais ça, c'est normal, c'est les résistances, c'est les biais cognitifs qui Ouais. résistent Et tellement il y a ce qu'elle aussi dit, les lobbies. c'est ridicule, voire dangereux. Si c'est vrai, les premières étapes, c'est ridicule. En plus, elle est la seule à le dire, c'est impensable. Sinon, ça voudrait dire le grand renversement. Que tout le monde n'est se pas serait trompé. Et tout le monde n'est pas capable d'une révolution copernicienne comme ça. Pour pouvoir se dire que c'est pas ce que je croyais, finalement, c'est pas l'inverse, c'est quelque chose de complètement différent. C'est une révolution interne. Et comme on n'a pas pu comprendre que le Soleil ne tournait pas autour de la Terre et que c'était bien l'inverse, ou que l'inconscient gouvernait nos vies et non pas l'inverse, tout le monde n'est pas capable de ce grand renversement. On a vu tout à l'heure les pathologies paranoïaques, les pathologies elles en sont incapables. Donc c'est carrément, on essaye de faire tort, ce serait quand même mieux qu'elle ait tort, en plus qu'elle est encore en minorité. Mais Sauf moi, j'aurais qu'elle préféré continue. avoir tort, c'est ça. Il y a du pain On sur pourrait la parler planche. d'autre chose. Donc 22 ans, voilà, maintenant 15 ans que tu parles de cette chose-là. Bon, en tout cas, sur les textes de l'OMS, c'est depuis 2017, mais effectivement, ça a été extrêmement violent. Et que ces Ça a textes ne heurté sont beaucoup pas de cachés. déni. Mais je pense qu'il y a aussi des lobbies, parce que il y avait vraiment des attaques massives d'un coup d'équipes dédiées. Ça, c'est pas des gens qui sont uniquement dans le déni, ou qui, voilà, c'est vraiment un ciblage en règle pour empêcher que l'information Mais c'est comme un émerge. enfant tyran qui essaye de crier pour nous faire peur. Votre enfant, des fois, vous avez cédé tellement c'était... et puis peut-être qu'il l'a fait dans le magasin et que là, du coup, c'était plus gênant. Donc pour aujourd'hui, quand on a des attaques comme ça, il ne faut pas y céder maintenant. Si on cède maintenant, comment on va les arrêter demain? Votre enfant, si vous ne le calmez pas quand il a 2 ans et demi, 3 ans, quand il sera devenu tout puissant, à 15 ans, il peut être menaçant parce qu'il sera enfin égal en taille. Donc si aujourd'hui, on n'arrête pas ces choses-là immédiatement en se laissant impressionner, comment on va faire quand demain ils auront les outils ou le nombre? Quand les gens n'auront pas tapé les textes et n'auront pas su de quoi étaient faits les choses. Aujourd'hui, on a des gens qui comptaient nous soutenir, mais qui n'ont pas fait le travail de fond, qui n'ont pas lu les textes et qui se sont dit, non, vu que ça ne peut pas vraiment être ça, parce que ça retient, il y a des biais qui viennent même pour ceux qui voudraient aider. Donc, on va plutôt attaquer la forme. Les institutrices avaient qu'à parler autrement, ou on n'a qu'à pas leur montrer des images, ou leur montrer des images avec des dessins animés. Mais un extraterrestre avec un sexe, ça revient quasiment au même que c'est pas une histoire de dessin animé ou de voire même au contraire, ça va être encore plus digeste par le psychisme d'un enfant. C'est que l'éducation sexuelle ou la standardisation d'une éducation sexuelle, ça n'a rien à faire à l'école. Ça fait pas partie des choses qu'on doit enseigner à l'école. Même la standardisation de la sexualité humaine, en fait, tout court. Il y a un problème. Ni de l'apprentissage à l'écriture ou à rien. En Il n'y a fait, pas de standardisation possible. Ce que dit Amandine, pour effectivement confirmer, c'est on ne négocie pas avec la perversion. Et si on négocie avec la perversion, on est foutu. C'est tout. Beaucoup négocient par peur. C'est-à-dire qu'ils ont peur aujourd'hui d'un bébé tout puissant. Là où il faut vraiment le castrer, le cadrer, même par bien pour lui. Dire non, je ne te permets pas. C'est-à-dire il faut leur apprendre à discriminer des paroles qui sont éducatives. Tu écoutes tes parents, etc. Des paroles qui sont destructrices. Tu m'écoutes, tais-toi quand les parents parlent. Donc là, quand on dit non, c'est interdit, on va dire comment elles veulent priver les droits à la sexualité. Non, c'est que ça n'a rien à faire là. On les prive pour ça, mais nous on les prive pas de les éduquer à autre chose tout à fait cohérent. Les tables de multiplication, c'est nécessaire. L'apprentissage de la lecture, c'est nécessaire. Par contre, attention qu'aujourd'hui, même dans ce qu'on leur apprend encore, on a détruit la forme. Il faut vraiment, par exemple, avec la méthode globale, il n'y a plus la structure enfin, je ne m'attaque pas forcément à la méthode globale, mais il faut essayer de refaire une colonne vertébrale. Le mot à mot, ça permettait de savoir très exactement de quoi on parlait. Donc là, c'est vraiment le problème de ces pathologies-là qui ont une confusion entre la métaphore et la métonymie. La métaphore, c'est vrai que c'est lourd. C'est, comment dire, tu es fort comme un lion. C'est vrai que c'est une phrase lourde, mais elle est structurée. Là où c'est plus fascinant et plus séduisant, quand on vous parle en métonymie, les voiles arrivent sur le port. Sauf que ça, c'est déjà de la poésie, c'est des nuances quand déjà on a appris la métaphore. Sauf que ces pathologies-là, elles parlent par métonymie. Vous voyez, ceci n'est pas une pipe, c'est vraiment quelque chose dans lequel ils ne comprennent pas en quoi c'est drôle. Et donc on peut, nous,
Voilà, pour les personnes qui ont si peur de s'attaquer à ces personnes qui sont non castrées, toutes puissantes, mais qui n'ont pas encore beaucoup de pouvoir, en vrai, une menace de mort est quoi? Ils vont nous faire quoi? Il faut vraiment peut-être attaquer par le rire ou par l'ironie, parce que c'est un biais qu'ils n'ont pas acquis, puisqu'ils n'ont pas les nuances. Donc même nous, pour déconfusionner nos enfants, t'as appris ça, maîtresse? Mais je lui ai appris, mais c'est pas comme ça qu'on parle à des enfants. Plutôt que de dire, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais aller à l'école. Et puis lutter. Non. S'ils leur apprennent ça, c'est qu'ils essayent de répondre à une déstructuration, un délitement de la société. Ils ont voulu faire bien, et c'est peut-être dans la forme, il y a quelque chose qui ne va pas, dont une méconnaissance des enfants, etc. Donc nous, on va plutôt parler par l'ironie, par la blague, etc., remettre le doute. Puisqu'on ne peut plus amener le doute de manière frontale, on va l'amener, comme on disait, par les périphéries. Mais tu es sûr, mais c'est pas possible, je vais aller voir la maîtresse. Et nous, on va équilibrer. Donc les enfants ne vont pas sentir la culpabilité ou la responsabilité d'avoir parlé, sinon ils vont plus oser nous parler. Puis quand ils vont avoir le deuxième cours, la première fois c'était surprenant, ils ont nous parlé. Et quand ils ont vu le bazar que ça a fait à la maison au deuxième cours, ils vont pas en parler. Et puis c'est 3 cours au minimum. Donc combien de cours par... il y aura des bons élèves dans certaines écoles. Donc comment sortir ça? Vraiment en le reprenant les nuances. Et l'ironie, l'humour, ça, c'en est. Ou vraiment les raccorder à leur ressenti. Mais ça t'a fait quoi et où? Ça m'a dégoûté un peu. Parce que les enfants, à cet âge-là, papa, maman qui se font un bisou, déjà ça les dégoûte. Alors on imagine le reste. Il faut reprendre avant déjà ce qu'ils pensaient, avant d'entendre des choses comme ça. Je voudrais faire une petite précision sur une information importante, puisque là on parle essentiellement des cours d'éducation sexuelle à l'école, mais dans les standards pour l'éducation sexuelle de l'OMS, il est bien indiqué que c'est une éducation multidisciplinaire, d'accord? On a certains rapports en France qui expliquent que ça concerne aussi les colonies de vacances, la protection judiciaire de la jeunesse. Donc en fait ce sont tous les lieux de socialisation des enfants qui sont concernés par cette éducation sexuelle. Donc ça c'est quand même, cette focalisation sur l'école à mon avis est aussi un miroir aux alouettes sur lequel il faut... C'est partout, ouais. Voilà, c'est vraiment partout. Dans la bibliothèque. Oui, c'est ça. C'est ça, donc c'est quand même assez problématique, mais il faut avoir ça en tête. Hein. Comment les structures socialisantes de l'enfant vont aussi faire cette éducation sexuelle, et peut-être, comme on l'a vu dans les standards pour l'éducation sexuelle, il n'y aura pas des cours dédiés. C'est un petit peu quand on veut. Voilà. En résumé, il y a du pain sur la planche, persévérance, humour, ne rien lâcher. Hein. Merci. Comment rester des filtres en fait? Pour filtrer cette réalité qui va être toute polluée. Comment on va rester donc des contenants, donc de protection, et des filtres. C'est-à-dire comment ce qu'on dit va rester nourrissant et éducatif pour nos enfants, rester propre. Merci Amandine. Oui, moi j'ai quand même quelques revendications. J'ai quelques revendications. Hein. Je pense l'arrêt immédiat de tout enseignement sur la sexualité en maternelle et primaire, première revendication. La deuxième, exiger le contenu de la prévention pour les adolescents et qu'il soit examiné par des professionnels. La troisième, l'abolition des standards pour l'éducation sexuelle en Europe et de l'ingérence de l'OMS sur les populations en matière de santé psychique entre guillemets des enfants. Et le quatrième, la suppression du terme éducation sexuelle qui encore une fois ouvre des portes psychiques à éduquer à une pulsion. Alors c'est donc très loin de la prévention. Merci. Merci. Merci à toi.